Maintenant, on va entendre le témoignage de sœur Danielle Julien, qui est entrée chez les franciscaines missionnaires de l'Immaculée Conception en 1982. Elle a prononcé ses premiers vœux en 1985. Elle a été missionnaire au Tchad de 1992 à 1998, coordonnatrice adjointe au CIAF, qui est le service intercommunautaire d'animation franciscaine, de 2001 à 2011, et conseillère générale de sa congrégation de 2011 à 2021. Elle travaille à la Conférence religieuse canadienne depuis bientôt 2 ans. À toi, chère Danielle. Merci, Richard. Bonjour à chacune et à chacun. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Quand Richard nous a invités, la communauté, c'est retombé sur moi. Comme vous le voyez, je suis seule de ma congrégation à être ici aujourd'hui. Les autres sont en RPA et je suis la seule qui est encore engagée activement, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont plus missionnaires. Elles sont missionnaires à leur façon, dans leur milieu de vie, comme vous l'avez entendu dans les autres témoignages auparavant. L'invitation de Richard m'a amené à revisiter mes souvenirs des 6 années où j'ai été en mission au Tchad. Puis il y a assez d'histoires à raconter là pour en faire le sujet de ma présentation. Je vais m'en tenir à cette portion-là de ma vie qui couvre les années 92 à 98. Et je commencerai en disant que nous, les franciscaines missionnaires de l'Immaculée Conception, notre charisme, notre mission, ça rejoint des choses qui viennent d'être exprimées. C'est par notre présence, c'est d'être avec. Moi, c'est comme ça que je l'exprime. On vit ensemble un style de vie simple, puis on cherche à créer des cercles de communion de plus en plus vastes. Et je pense que c'est ça que j'ai fait quand j'étais missionnaire au Tchad. Ce qui a été peut-être le plus exigeant ou le plus difficile d'une certaine façon, c'était que j'étais à ce moment-là l'étrangère, plus riche que la population environnante, et d'une minorité très visible. C'est une expérience, vous savez, de se retrouver en minorité visible. Quand on se retrouvait entre nous à la mission, à la concession, comme on appelle dans le pays, bien, on était entre nous, puis on se retrouvait, puis on se reconnaissait, puis ça allait bien. Mais dès qu'on mettait le pied en dehors de la concession, là, on détonnait dans le paysage, puis on se faisait tout de suite remarquer. C'était une situation qui pouvait être inconfortable, qui pouvait être stressante aussi à l'occasion. Alors, je vais vous parler de certains de mes défis, peut-être de certains de mes apprentissages aussi, à travers des histoires. J'avais appris, parce que j'ai suivi une formation avant d'aller en mission, j'avais appris que c'était important d'essayer de s'inculturer puis de s'intégrer. Et une des façons, c'est d'apprendre une langue. Au Tchad, il y a 3 langues officielles, le français, l'arabe et le ngambay. Mais moi, j'allais travailler auprès d'une population autre, les Lélés. Alors, je me suis dit, bien, je vais être en mission auprès de ce groupe linguistique-là, je vais apprendre leur langue. Alors, c'est ce que j'ai fait les 3 premiers mois que j'ai passés au Tchad. J'avais engagé une femme. Ça fait partie de notre charisme puis de notre mission, ça, nous autres, entre autres, de mettre l'accent pour les femmes. Alors, j'avais engagé une femme. On habitait à Kélo, qui était une des grandes villes dans le diocèse de Moundou. Et puis, ça regroupait 4 paroisses. Il y avait Kéloville, il y avait 3 paroisses rurales avec ça. Et moi, j'allais travailler dans la paroisse rurale Saint-Jean-Baptiste de Bologo. Et j'ai engagé une femme de la ville de Kélo pour venir m'enseigner la langue lélé. Elle venait, je ne me souviens plus si c'était tous les jours ou quelques fois par semaine. Des détails m'échappent, vous comprenez, ça fait quand même quelques décennies que je suis revenue déjà. Et donc, j'ai appris avec elle la langue. C'est une langue magnifique qui est très imagée. Les mots représentent des choses très concrètes.
La porte d'une maison, ça va être la bouche de la maison. Les fenêtres de la maison, c'est les yeux de la maison. Je me souviens même plus comment ça se dit en lélé, mais j'ai retenu ces images-là. Alors, j'apprenais la langue avec cette femme-là. Et puis, la grammaire, c'est pas comme nous autres. Il y avait quelque chose qui était semblable à quelque chose que j'avais appris. Il y avait des déclinaisons. Puis j'avais déjà appris le latin. Fait que ça, je pense que ça m'a aidé à apprendre la langue. Mais il y a bien des fois, je comprenais pas trop. Puis moi, ce que je voulais, c'était comprendre la grammaire. Mon esprit cartésien, je me disais, ça va m'aider. Ça fait que je demandais à ma professeure, « Mais oui, mais pourquoi on dit ça comme ça? » Savez-vous ce qu'elle me répondait? « C'est parce que ça s'entend mieux. » Fait que, habitue-toi. Puis c'est une langue qui est à intonation. Alors, il y avait certains mots, si tu le prononçais avec une certaine intonation, ça voulait dire une chose. Si tu le prononçais avec une autre intonation, ça voulait dire d'autres choses complètement. Alors, il y avait toutes sortes de défis dans l'apprentissage de la langue, mais j'ai réussi, grâce à cette femme-là, à apprendre ce qu'il fallait pour tenir des conversations de base et aussi pour travailler avec les catéchistes, parce que mon travail était en pastoral dans la paroisse, une immense paroisse d'à peu près 200 villages, qui était regroupés en 16 ou 17 secteurs. J'ai travaillé dans 5 de ces secteurs-là. D'un bout de la paroisse à l'autre bout, à vol d'oiseau, c'était une centaine de kilomètres. Mais là, imaginez-vous pas qu'un matin, tu pars de ce village-là, puis tu t'en vas à l'autre bout, il n'y a pas de route directe. Alors, j'ai travaillé dans 5 secteurs, et mon travail, c'était de me rendre dans ces secteurs-là, travailler avec les catéchistes. Dans le secteur, il y avait toujours 1, des fois 2 responsables de secteur et des catéchistes de village. Puis j'allais travailler avec eux autres. Les catéchistes de village, bien, c'est eux autres qui animaient la prière le dimanche, la liturgie dominicale. Il y avait un curé pour toute la paroisse. Moi, il m'appelait sa vicaresse. J'étais très fière de ça parce que ça montrait, et c'était un curé, c'était un abbé tchadien, ça montrait à quel point il appréciait ce que je faisais comme travail avec lui. Pour moi, c'est ça que ça me disait. Alors, j'allais travailler avec les catéchistes. Je partais dans ma Jeep, dans les pistes de brousse, pour me rendre dans les villages. Ça a été un autre apprentissage. Quand on arrive au village, là, nous autres, on est habitués, la réunion, elle va commencer à 9 h ou à 10 h. Bien là, tu arrives au village, puis là, bien, ils sont pas tous rendus parce qu'ils ont attendu d'entendre ta Jeep passer dans le chemin pour eux autres commencer à se mettre en route pour arriver à la rencontre. Le temps ne se compte pas de la même façon. Si on n'a pas de patience, on apprend à la développer parce qu'on attend. Puis on s'assoit ensemble, puis on jase. Une chose que je ne vous ai pas dite avec ma professeure de lélé, pour m'intégrer ou pour essayer de m'intégrer, j'ai osé essayer des choses, puis ces gens-là sont tellement accueillants puis ouverts qu'ils ont embarqué dans des choses que je leur ai proposées puis que je leur ai demandé. J'avais demandé à ma professeure, est-ce que ça serait possible de me donner un nom en lélé? J'aimerais ça, avoir un nom de votre langue. Et elle a accepté. Quelques jours après, elle est arrivée. Elle a dit, ton nom, ça va être Nodjou. Nodjou, dans la langue lélé, c'est un mot qui est utilisé pour parler de l'alliance. J'ai trouvé ça très touchant qu'elle choisisse comme nom pour moi Nodjou, alliance, qui démontrait que j'étais en train d'entrer en alliance avec ce groupe-là, ce peuple-là. J'ai été beaucoup touchée par ça. Puis la langue, ça m'a aussi servi parce que je vous parlais de mon travail avec les catéchistes. Quand j'étais dans le village, il y avait des catéchistes de village qui n'avaient pas appris le français, qui ne parlaient que le lélé. Moi, je connaissais le lélé pour la conversation de base, mais pas assez pour transmettre les informations que je voulais lors d'une réunion. Alors, j'avais toujours un interprète avec moi. Presque toujours le même interprète dans chaque secteur. Alors, on s'habitue à travailler avec un interprète. Lui, il s'habitue à mon langage, à ma façon de parler.
Puis moi, je m'habitue à la sienne. Je me souviens d'une fois, après quand même déjà quelques années, je vais travailler dans un de mes secteurs habituels. Mon interprète n'est pas disponible, c'est un autre interprète qui est là. Bon, ça va. Alors, à un moment donné, je fais une petite intervention et il m'interprète en langue lélé, mais je connaissais assez la langue pour dire « Attends un petit peu, sais-tu, est-ce que tu pourrais dire ça avec tel ou tel mot, ça rendrait mieux ce que je suis en train d'essayer de dire? » Alors, il y avait cette connivence-là, cette capacité-là que j'avais. Il pouvait me poser une question en lélé, je comprenais la question. Je répondais en français, par exemple, puis là, l'interprète continuait. Mais j'ai vécu des beaux moments comme ça avec les gens. Quand je vous dis, hein, créer des cercles de communion de plus en plus vastes. Alors, la langue, c'était un défi. Puis le français, je l'ai mentionné tantôt à la pause. Au Québec, on a notre façon de parler le français. C'est différent de la France ou de la Belgique, mais c'est différent du français au Tchad aussi. Il a fallu que même mon français, je l'adapte puis que je l'ajuste. Je ne pouvais pas parler comme je vous parle maintenant. Je ne suis pas sûre qu'il m'aurait bien compris. Alors, il fallait parler en prononçant très clairement toutes les syllabes et parfois choisir certains mots qui étaient différents. Un autre, je ne vais pas parler trop longtemps non plus, là, moi aussi, essayer d'être brève et concise, sans viser personne. L'insécurité, c'était quelque chose. Quand on se retrouve dans un pays étranger et qu'on est en minorité visible et qu'en plus, dans le pays, il y a de l'instabilité politique, on vit de l'insécurité qu'on ne vit pas quand on est chez soi ici. Une anecdote, je me souviens, on est à la mission un soir et il y a quelqu'un qui est décédé dans le quartier tout près de chez nous. Il y a ce qu'ils appellent... Il y a la mort. Et quand il y a la mort, là, tout le monde se rassemble là où il y a eu le décès. Et là, ça joue du tam-tam, ça chante, ça crie, ça pleure, tout ce que vous voudrez. À travers tout ce chaos-là, il y a un véhicule qui passe à travers les quartiers puis qui fait une annonce. Vous savez, avec un haut-parleur là, sur le toit de l'auto, là. Et il y a tellement de vacarme qu'on ne comprend pas l'annonce au complet. Tout ce qu'on entend, c'est quartier mission catholique, des tam-tams, des chants, des cris. Il faut partir, des chants, des cris. Là, nous autres, on entend juste ça. Mission catholique, il faut partir. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un coup d'État? On est inquiète. On va voir les abbés qui sont au presbytère de l'autre bord de la rue. On leur demande, avez-vous compris? C'est quoi? Eux autres non plus, ils n'ont pas compris, puis ils n'ont pas l'air d'être inquiets trop. Fait que nous autres, pas trop sûrs de notre coup, on se fait un petit pack-sac avec des essentiels, puis on a tous dormi dans la même chambre cette nuit-là. Le lendemain matin, on a fini par savoir c'était quoi l'annonce au complet. C'était quelque chose du genre... Voici un message pour la population du quartier Mission catholique à propos du dispensaire qu'on veut établir dans votre secteur. Il va y avoir une réunion demain matin, il faut partir au lever du soleil. Quelque chose de ce genre-là. Ça n'avait rien d'inquiétant. Mais c'est juste pour illustrer comment est-ce que quand on est dans un autre pays, dans un contexte qui est insécurisant, on peut se faire des scénarios dans notre tête puis agir en fonction des scénarios qu'on se fait. Le commerce puis le marchandage, ça aussi, c'est une autre affaire. Faire des achats. Ici, c'est facile, hein? On va au magasin, les prix sont indiqués, on sait qu'il va falloir ajouter les taxes, mais bon, on a une bonne idée de ce que ça va nous coûter. Quand on va au marché, ou encore, moi, j'ai eu la responsabilité de m'occuper de faire les achats à la maison quand les marchands viennent nous offrir leurs produits. Ils viennent à la porte pour nous offrir des œufs, des fruits, des légumes, des poulets vivants, des poissons qui venaient de pêcher. Et là, ce qui est le plus important, c'est pas tant de conclure la transaction.
Ce qui est le plus important, c'est prendre le temps de s'asseoir avec le vendeur ou la vendeuse. Puis là, on vient qu'on les connaît. Puis là, demander des nouvelles. Comment ça va à la maison? Comment ça va tes enfants? Comment ça va ta femme? Comment ça va ton mari? Puis là, d'avoir une longue conversation. Puis là, à un moment donné, on s'intéresse à ce qu'il y a dans le plateau. Puis, t'as des concombres. T'es vends combien, tes concombres? Là, la personne donne un prix. Ah non, c'est beaucoup trop cher. Je vais te payer tant. Là, la personne va répondre, ben non, c'est pas assez. Donne-moi au moins tel montant. Là, je dis, non, c'est encore trop cher. Je vais te donner tant. Jusqu'à ce qu'on arrive à une espèce de prix entre les deux, où est-ce qu'on s'entend, puis on fait... Là, on recommence avec les carottes. Ça aussi, c'est un apprentissage quand on est dans un autre contexte, dans une autre culture. Mais ce qui importe, on l'apprend vite, c'est l'échange, la relation, d'être avec, de prendre le temps d'être avec. La nourriture puis les repas. Comme je vous disais, j'allais dans les villages, donc je mangeais ce que les gens préparaient, mais pour les gens, là, l'accueil, l'hospitalité de l'étranger, moi j'étais toujours l'étrangère, j'étais toujours la minorité visible, mais j'étais toujours bien accueillie parce que, c'est pas parce que j'étais étrangère, même entre eux, accueillir l'étranger, tu laisses jamais repartir le visiteur, la visiteuse, l'étranger, sans l'avoir au moins abreuvé et idéalement nourri. Jamais. Alors, combien de fois je suis même juste arrêtée pour visiter quelqu'un puis repartie avec un poulet vivant, bien entendu. Ou au moins me faire servir du thé brûlant, très sucré. Alors, quand j'ai commencé à manger dans les villages avec les gens, avec les catéchistes avec lesquels je travaillais, pour honorer le visiteur, l'étranger, pour eux, c'est très important, en commençant, d'offrir à cette personne-là le meilleur morceau. Le meilleur morceau. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai mangé du poulet, mais des fois, c'était 5 jours d'affilée que je mangeais le poulet parce que j'allais 5 jours dans des villages différents. Et dans leur culture, la meilleure partie du poulet, c'est le gésier. Moi, dans ma famille, on mangeait pas ça, le gésier. Je connaissais pas ça, puis ça m'attirait pas du tout. Quand j'ai été assez à l'aise avec mes catéchistes, je leur ai dit, savez-vous, j'aimerais ça vous proposer. Encore une fois, j'ai osé proposer quelque chose, puis ils ont embarqué là-dedans. Savez-vous, on pourrait peut-être essayer de marier nos deux cultures. Moi, je veux respecter ça, que vous voulez m'offrir le meilleur morceau. Mais je vais vous dire, le meilleur morceau, pour moi, ce serait un morceau de la poitrine du poulet. Ah, ils ont dit, bien certainement. Alors, on a instauré ça comme façon de fonctionner, toujours. Parce que vous savez comment est-ce que c'est? Il y a un plat avec ce qu'ils appellent la boule, qui est une farine mélangée avec de l'eau, puis il y a le plat de sauce dans lequel est la viande, un plat qu'on mange tous dans le même plat. Alors, il y avait toujours quelqu'un dans le groupe qui allait chercher, quand on commençait à manger, le morceau de poitrine avant n'importe qui d'autre pour me l'offrir. Toujours. Et ils se sont passés le mot, ça s'est toujours passé comme ça. Un autre beau moment que j'ai vécu, c'est après quelques années, après 6 ans ou presque, j'ai discerné qu'il fallait que je rentre à la maison parce que j'avais souvent des infections intestinales, parasitaires. J'en ai eu une très difficile à guérir, d'ailleurs. Et j'ai discerné que je ne pouvais plus continuer. Et la dernière fois que je suis allée manger avec un de mes groupes de catéchistes, j'ai vécu un beau moment avec eux pour vous dire comment est-ce qu'on avait justement développé cette communion-là. C'était la tradition. Il y avait toujours un des catéchistes qui lavait les mains de tout le monde avant le repas. Alors, il passait avec une espèce de petite théière en plastique, il versait de l'eau, il y avait un savon, puis il lavait les mains de tout le monde.
Et moi, je leur ai dit, savez-vous, j'aimerais ça. Est-ce que vous me permettriez, aujourd'hui, c'est notre dernier repas ensemble, est-ce que vous me permettriez, à mon tour, de vous laver les mains, de me mettre à votre service? Et ils ont accepté. Moi, ça m'a fait vivre un moment précieux. Je m'en rappelle encore. Et pour eux aussi, ils ont dit « Merci, Danielle. Merci, Sœur Danielle », parce qu'ils m'appelaient toujours Sœur Danielle. « Merci, Sœur Danielle. On apprécie ce que vous avez fait pour nous aujourd'hui. » Alors, c'était d'être ensemble, d'être avec. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous ai dit que je vous raconterais surtout des histoires. C'est ça que j'ai fait. J'ai apporté J'aurais pu peut-être essayer de trouver qu'est-ce que j'ai numérisé, mais regardez les enfants comme ils sont beaux au Tchad. Et il y en a un, il ne savait pas comment faire un clin d'œil. Fait que pour faire un clin d'œil, il se tire sur la paupière pour faire son clin d'œil. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les quelques photos que j'ai apportées. Merci, Danielle, c'est gentil. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Un commentaire Oui? hors texte un peu, là. Que moi, l'image que je garde de Sœur Danielle au Tchad a un lien avec son cheval. Mais je me dis, c'est peut-être occasionnel, mais parce que j'ai vécu là exactement. Ah, là. OK. Puis deuxième chose, le nom de la paroisse, c'était Nodjikwa. C'est le même nom qu'on t'a donné, c'était le nom de la paroisse. Puis, donc, Nodjikwa, ça veut dire faire famille. Hein, faire, Ah, bon. Ah, c'est bien, ça. C'est bien. Oui, Pierre? C'est juste un peu de curiosité. Je vois que tu as sur ta nappe, il y a deux choses. Est-ce que c'est des souvenirs du Tchad? C'est des souvenirs du Tchad. Alors ça, c'est une petite antilope qui montre quand même comment est-ce que... Ils font ça avec pas grand-chose, hein? Mais c'est d'une délicatesse et c'est très joli. Ceci, c'est à partir d'une corne et c'est une sorte de flûte ou de sifflet à 4 ou 5 notes qu'ils utilisaient en particulier au moment de l'Eucharistie, au moment de la consécration. Ils jouaient toujours quelques notes de ce sifflet-là. Oui. Je suis pas sûre que je serais capable de m'en servir encore, là, mais... Un concert, non. J'ai déjà été capable, mais j'en doute. Je ne me suis même pas pratiquée ce matin. Dis donc, Daniel. Oh. Vous voyez, moi, il faudrait que je me pratique plus que ça. Au Tchad, il y a beaucoup de musulmans. Oui. Ça a été quoi les rapports avec, justement, les musulmans? Les rapports que moi, j'ai eus avec les musulmans étaient plus de l'ordre des fois où j'avais peut-être des questions administratives à régler parce que les postes administratifs étaient surtout tenus, je crois, par des musulmans. Je me souviens d'une fois où j'avais besoin de renouveler soit un visa ou quelque chose du genre. Évidemment, ça ne se faisait pas à Kélo. J'étais allée au bureau administratif et l'officier qui était là avait pris mon passeport. Il fallait que je laisse mon passeport. Il avait envoyé le passeport, je ne sais pas où, à un autre endroit pour faire la procédure. Puis il fallait que j'aille le revoir de temps en temps à son bureau pour lui demander « Puis est-ce que ça avance? » Évidemment, comme tout le reste, ça prenait beaucoup de temps. Mais il m'a dit « Inquiétez-vous pas, ma sœur, inquiétez-vous pas, ma sœur. » Finalement, il est venu lui-même me porter mon passeport à la mission quand il l'a reçu. Alors, c'était plus au niveau des questions administratives que moi, j'ai eu affaire aux musulmans et ça a toujours été cordial et moi, j'ai pas eu d'enjeu. C'est un pays à majorité musulmane. C'est un pays à majorité musulmane, mais dans le sud, il y avait quand même une très forte proportion de chrétiens de différentes dénominations. Les catholiques n'ont pas été les premiers à évangéliser le Tchad. Et dans le temps où j'y étais, ça faisait à peu près, je pense, 70 ans que l'Église catholique était installée. C'était encore une très jeune Église. Oui. Il y avait encore des chrétiens de première génération. On commençait à toucher la deuxième génération, mais c'était encore une Église très jeune. Oui. C'est intéressant.
Oui, je dirais. J'ajouterais à ça parce que tu nous fais revivre 20 ans de Ah oui, vous travail étiez de là. présence au Tchad. Il y aurait tellement d'anecdotes. Ben oui. Mais quand tu parles de musulmans, c'était surtout des gens qui étaient dans la fonction publique. C'était ces gens-là, inspecteurs d'école, le préfet, sous-préfet, maire, et ainsi de suite. Et ce que je voudrais dire, au fond, il y a eu comme 2 périodes au Tchad dans les relations. La période avant la Révolution, là, dans les années 80, où on était un pays qui n'était pas colonisateur, les Canadiens étaient vraiment bien perçus. Oui. Quand en 80, la guerre a commencé, nord-sud, ben là, il n'y avait plus de différence. Les Blancs passaient tous pour des Français, je pense bien. Oui, oui, Puis, oui. c'était au-delà de Oui, ce qui oui. étaient les... Oui, j'aurais une petite anecdote justement dans cette ligne-là. Dans les années où j'ai été là, il y a eu des élections parce que c'était supposément un pays démocratique. Alors, il y a eu des élections. Les résultats étaient potentiellement contestés. Bon, justement parce qu'on pouvait passer pour des Françaises et que la France soutenait le régime en place, quelqu'un avait écrit sur la porte en métal à l'extérieur, sur le mur qui entourait notre concession, avait écrit sur la porte avec une craie ou je ne sais trop quoi, « Les sœurs canadiennes », pour indiquer clairement « Touchez pas à celle-là, c'est pas des Françaises, c'est des Canadiennes. » Ça montre encore comment il y avait des gens qui avaient cette sensibilité-là dont tu parles, qui reconnaissaient que, on était plus du côté de la population que du côté du pouvoir politique ou colonial. Merci. Je veux Catherine? juste rappeler un souvenir, parce que j'ai vécu au Tchad aussi. Alors, on était allé faire le marché à Moundou, on venait de Guidari, j'étais avec Claire Côté. Puis, on était après marchander justement notre nourriture. Et on avait été un moment sans se parler, Claire et moi. Puis là, à un moment donné, on a entendu dire « Touche-leur pas, c'est des Canadiennes ». Alors, après ça, quand on circulait, on se parlait toujours pour qu'ils reconnaissent qu'on était des Canadiens. Ah, c'est bon. Pas d'autres questions, commentaires? Oui? Concernant les musulmans, moi, j'ai retenu 3 groupes un peu. Il y avait les commerçants qui étaient très proches de nous, les commerçants qui n'étaient pas très moyennement religieux. Il y avait ensuite les militaires qui étaient musulmans, mais très très peu, et puis il y avait on peut dire les intégristes. J'ai vu ça, moi, des missionnaires qui marchaient 2 par 2 à pied, qui construisaient des mosquées, des dispensaires pour faire entrer la religion musulmane dans des villages. Il y avait comme 3 espèces de musulmans. Merci. Mais il y avait aussi les musulmans qui étaient comme nos gardiens. À Guidari, on avait un gardien qui était musulman. Alors, il prenait beaucoup soin de nous et les gens disaient il accepterait de se faire tuer pour vous défendre. Ah, c'est bien. Alors, Ouais. ça, on a connu ça. Bien, grand merci, Sœur Danielle, c'est gentil. Merci beaucoup.